Quand j'ai essayé de protéger ma fille de 5 ans de mon père, ma sœur et ma mère m'ont repoussé de force pendant que mon père criait « Cette petite chose sans valeur a besoin d'apprendre les bonnes manières ». Puis il a commencé à la frapper avec une ceinture jusqu'à ce qu'elle ne bouge plus. Ma sœur a applaudi « Excellent travail, papa ». Maintenant, elle n'osera plus désobéir à mes enfants. Mes parents se sont précipités pour la féliciter, chuchotant « Nous ne ferions jamais de mal à nos anges ». Ma mère s'est tournée vers moi, le regard froid comme la glace, « Ramasse-la et sors. Tu as gâché notre relation avec la famille de ta sœur. Ne remets jamais les pieds dans cette maison. » J'ai pris ma fille inerte dans mes bras, je suis sortie tranquillement, et ce que j'ai fait ensuite les a tous laissés complètement anéantis. Ma fille, Lily, a 7 ans maintenant. Elle est en pleine forme, s'épanouit et ne se souvient pas de grand-chose de ce jour d'il y a 2 ans. Le docteur a dit que son jeune âge jouait en sa faveur pour la suppression de la mémoire. Je suis reconnaissante pour cette miséricorde, même si je n'oublierai jamais une seule seconde. Laissez-moi vous ramener au début, car le contexte est important. Ma famille a toujours eu un système d'enfants chéris. Ma sœur aînée, Vanessa, était le joyau de la couronne. Elle a épousé un avocat d'entreprise nommé Derek Mitchell, a eu 3 enfants et vivait dans une maison de banlieue impeccable avec une piscine. Pendant ce temps, je suis devenue mère célibataire à 23 ans après que mon ex-petite amie ait disparu au moment où je lui ai annoncé ma grossesse. J'ai travaillé 2 emplois pour garder notre petit appartement, terminer mon diplôme d'infirmière en cours du soir, et élever Lily avec de la détermination et des dîners au micro-ondes. Mes parents ont clairement exprimé leur préférence par un millier de petites humiliations. Les enfants de Vanessa recevaient des obligations d'épargne pour leurs anniversaires, tandis que Lily recevait des cartes cadeaux de 10 €, environ 10,75 $ US. Les photos de Noël présentaient la famille de Vanessa de manière proéminente tandis que Lily et moi étions positionnés au bord du cadre. Ma mère soupirait chaque fois que je mentionnais mes difficultés à trouver une garde d'enfants, mais elle laissait tout tomber pour faire du babysitting pour Vanessa. Je me disais que cela n'avait pas d'importance. Lily m'avait et je l'avais. Nous étions suffisantes. Mais les enfants remarquent les choses. Lily a commencé à demander pourquoi grand-mère serrait toujours ses cousins plus longtemps dans ses bras. Pourquoi grand-père jouait à des jeux avec Mason, Stella et Bradan, mais lui parlait à peine. J'ai trouvé des excuses parce que je voulais qu'elle ait une famille au-delà de moi. Ce dimanche d'été a commencé comme n'importe quelle autre réunion de famille obligatoire. Mon père faisait des grillades dans la cour arrière. Ma mère s'agitait autour de la fameuse salade de pommes de terre de Vanessa. Et Derek pontifiait sur les taux d'intérêt à quiconque voulait l'écouter. Les enfants couraient à travers l'arroseur, criant avec une joie que seuls les enfants peuvent atteindre. Lily était si sage. Elle essayait toujours plus fort lors de ces rassemblements, comme si elle pouvait gagner leur amour par un comportement parfait. Elle partageait ses jouets sans se plaindre. Quand Mason lui a arraché sa licorne en plastique préférée, elle a dit « S'il te plaît et merci ». Elle a même complimenté la robe de ma mère, ce qui lui a valu une tape distraite sur la tête. Puis c'est arrivé. Stella, qui a 8 ans et avait hérité de la méchanceté de Vanessa, a décidé qu'elle voulait le cupcake de Lily, pas son propre cupcake, qui était intact sur son assiette. Celui de Lily en particulier. Lily l'avait gardé, mangeant d'abord son sandwich comme je lui avais appris. Quand Stella a tendu la main pour l'attraper, Lily a retiré son assiette. « C'est le mien », a dit Lily doucement. « Tu as le tien. » Le visage de Stella est devenu rouge. Elle a quand même attrapé l'assiette. Lily a tenu bon. L'assiette a basculé et le glaçage au chocolat a éclaboussé la robe d'été blanche de Stella. Les hurlements ont fait accourir tout le monde. Vanessa est apparue la première, ramassant Stella comme si elle avait été attaquée par des loups. « Que as-tu fait ?» Elle s'est tournée vers Lily avec une telle virulence que je me suis immédiatement interposée entre elles. « C'était un accident », ai-je dit fermement. Stella a essayé de prendre le cupcake de Lily. « Et maintenant tu traites ma fille de menteuse ?» La voix de Vanessa pouvait couper du verre. Stella a crié, « Ta gamine m'a jeté de la nourriture. » Ce n'est pas ce qui s'est passé, ai-je maintenu ma voix au même niveau. J'ai tout regardé. Ma mère est apparue,
prenant déjà le parti de Vanessa avant d'entendre l'histoire complète. Bon sang, Rachel, tu ne peux pas contrôler ton enfant? Regarde la robe de Stella. Elle est fichue. C'est du glaçage. Ça se lavera. Je me suis tournée vers Lily, qui était figée par la peur. Chérie, va à l'intérieur et lave-toi les mains. Elle n'ira nulle part tant qu'elle ne se sera pas excusée. La voix de mon père a retenti à travers la cour. Il était apparu avec sa bière et son air renfrogné permanent, celui qu'il réservait spécialement pour Lily et moi. Papa, elle n'a pas à s'excuser d'avoir défendu sa propre nourriture. Ne me réponds pas, il a pointé un doigt épais dans ma direction. Tu l'as élevée sans discipline, sans respect. Elle va s'excuser tout de suite ou je vais lui apprendre les bonnes manières. Quelque chose de froid m'a parcouru l'échine. Tu ne vas rien lui apprendre. Nous partons. J'ai tendu la main vers Lily, mais Vanessa a saisi mon poignet. Tu fais toujours ça. Tu ne peux pas partir chaque fois que ta gamine fait des bêtises. Elle doit apprendre les conséquences. Lâche-moi. J'ai dégagé mon bras. Mon père a bougé plus vite que ce à quoi je m'attendais pour un homme de sa taille. Il a saisi l'épaule de Lily avant que je ne puisse réagir. Elle a hurlé de douleur alors que ses doigts s'enfonçaient. Papa, arrête. J'ai essayé de tirer Lily, mais ma mère a attrapé mon autre bras. Laisse-le gérer ça, a-t-elle sifflé. Tu n'y arrives clairement pas, gérer quoi? Elle a 5 ans. Je criais maintenant, luttant contre l'emprise de ma mère. Vanessa s'était déplacée derrière moi, me maintenant les bras en arrière. Mon père a traîné Lily vers la maison. Elle pleurait, m'appelait, et je me débattais avec tout ce que j'avais, mais ma mère et ma sœur étaient plus fortes ensemble. Derek Mitchell se tenait là, regardant avec son téléphone sorti, probablement en train d'enregistrer pour leur protection juridique plus tard. Cette petite chose sans valeur a besoin d'apprendre les bonnes manières, a annoncé mon père bruyamment. Il a tripoté sa boucle de ceinture, faisant glisser le cuir de sa taille. La terreur pure a inondé mon système. Non, papa. S'il te plaît, arrête. Il a levé la ceinture. Le premier coup a atterri sur le dos de Lily. Elle a hurlé. J'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine. Quelque chose de fondamental et d'irréparable. Le deuxième coup a frappé ses jambes. Elle a essayé de se recroqueviller en boule, pleurant toujours pour moi. Arrêtez. Arrêtez. Je donnais des coups de pied, je mordais, tout pour me libérer. Ma mère m'a giflé au visage. Tais-toi. Tu aggraves les choses. Le troisième coup. Le quatrième. Les cris de Lily devenaient plus faibles. Le cinquième coup l'a frappée aux épaules. Elle s'est écroulée. Le sixième coup est tombé sur son petit corps et elle est devenue silencieuse. Complètement silencieuse. Excellent travail, papa. La voix de Vanessa contenait une réelle admiration. Elle a relâché mes bras comme si c'était un mardi après-midi normal. Maintenant, elle n'osera plus désobéir à mes enfants. Mes parents se sont rassemblés autour de Vanessa comme si elle avait dit quelque chose de profond. Mon père bouclait à nouveau sa ceinture, respirant bruyamment. Ma mère caressait déjà les cheveux de Vanessa, chuchotant qu'il ne ferait jamais de mal à ses anges, qu'il savait comment élever des enfants correctement. Je me tenais là, libre maintenant, tout mon corps tremblant. Lily ne bougeait plus. Elle était allongée sur l'herbe comme une poupée cassée, sa petite robe d'été déchirée, des marques rouges fleurissant sur sa peau. Ma mère s'est tournée vers moi avec des yeux froids comme l'hiver. Ramasse-la et sors. Tu as gâché notre relation avec la famille de ta sœur. Ne remets jamais les pieds dans cette maison. J'ai marché sur des jambes qui ne semblaient pas connectées à mon corps. Je me suis agenouillée à côté de Lily et je l'ai serrée dans mes bras. Elle respirait, superficiellement mais elle respirait. Ses yeux étaient fermés. Il y avait une coupure sur son front où elle avait frappé le sol. Je me suis levée, berçant ma fille, et j'ai regardé chacun d'eux à tour de rôle. Mon père souriait encore. Vanessa faisait déjà défiler son téléphone. Ma mère impassible et résolue. Derek Mitchell rangeant son téléphone. Stella, maçonne et bradant regardant depuis le porche comme si c'était un divertissement.
Je n'ai pas dit un mot. J'ai porté Lily jusqu'à ma voiture, l'ai attachée avec précaution dans son siège auto et j'ai conduit directement à l'hôpital Saint-Marie. Le médecin urgentiste a jeté un coup d'œil à Lily et a appelé une équipe de traumatologie complète. En quelques minutes, nous étions entourés d'infirmières, de spécialistes pédiatriques et d'une travailleuse sociale. Ils ont coupé sa robe. Ils ont photographié chaque marque, chaque ecchymose, chaque zébrure de cette ceinture. Quelqu'un a compté 14 sites d'impact distincts. L'infirmière qui a photographié les blessures de Lily avait des larmes coulant sur son visage. Elle n'arrêtait pas de s'excuser auprès de moi comme si documenter la preuve la rendait en quelque sorte complice. J'ai serré son épaule et lui ai dit qu'elle nous aidait. Chaque photo qu'elle prenait était un clou de plus dans le cercueil de mon père. La docteure Amanda Reeves, le médecin traitant, m'a tiré dans le couloir pendant que l'équipe continuait son examen. Elle était plus jeune que ce à quoi je m'attendais, peut-être 35 ans, avec des yeux vifs qui ne manquaient rien. « Votre fille a un traumatisme important », a-t-elle dit sans détour. Au-delà des contusions et lacérations visibles, je suis préoccupée par les blessures internes. Le coup à la tête lorsqu'elle est tombée a provoqué une commotion cérébrale. Nous devons effectuer un scanner pour écarter un saignement ou un gonflement dans son cerveau. Nous vérifions également les dommages rénaux et les saignements internes dus au coup porté à son torse. Mes genoux ont flanché. La docteure Reeves m'a attrapé le coude et m'a guidé vers une chaise. Je dois vous demander de rester forte pour elle, a-t-elle dit fermement. Lily a besoin de voir que vous êtes là, que vous vous battez pour elle. Pouvez-vous faire ça? J'ai hoché la tête, forçant l'air à entrer dans mes poumons. Oui. Tout ce dont elle a besoin. Bien. Maintenant, j'ai besoin d'une honnêteté absolue de votre part. Est-ce que cela s'est déjà produit? Des blessures antérieures, d'autres incidents de discipline physique de la part de membres de la famille? Mon père a toujours été un peu rude, ai-je admis, les mots ayant un goût de cendre. Il attrapait le bras de Lily trop fort parfois ou lui parlait d'une manière qui semblait excessive. Mais il ne l'avait jamais frappée avant. Je jure que si j'avais pensé qu'il était capable de ça, je ne l'aurais jamais emmené là-bas. La docteure Reeves a pris des notes sur sa tablette. La travailleuse sociale aura besoin de cette information. Je suis obligée de signaler les abus d'enfants présumés et cela va au-delà de la suspicion. C'est documenté, photographié et témoigné. Les autorités seront impliquées, que vous le vouliez ou non. Je veux qu'elles soient impliquées, ai-je dit farouchement. Je veux que tout le monde soit impliqué. Je veux qu'il soit arrêté et poursuivi, et je veux que le monde sache ce qu'il a fait à mon bébé. Quelque chose a changé dans l'expression de la docteure Reeves. Du respect peut-être, ou la reconnaissance de la fureur d'une mère enfin libérée. Alors, nous ferons en sorte que vous ayez tout ce dont vous avez besoin pour que cela se produise. Lily s'est réveillée pendant qu'il l'examinait. Elle était confuse et souffrante, m'appelant. J'ai tenu sa main pendant qu'il travaillait, lui murmurant qu'elle était en sécurité maintenant, que je l'avais, que personne ne lui ferait plus jamais de mal. La travailleuse sociale m'a prise à part. Elle s'appelait Patricia et avait des yeux gentils qui avaient clairement trop vu. J'ai besoin que vous me racontiez exactement ce qui s'est passé. Alors, je l'ai fait. Chaque détail, chaque mot, chaque moment où j'ai été retenue pendant que mon père battait ma fille de 5 ans pour le crime de ne pas avoir abandonné son cupcake. Nous appelons la police, a dit Patricia. C'est une maltraitance infantile grave. Votre fille a une commotion, de multiples contusions et des ecchymoses internes potentielles. Elle est admise pour la nuit pour observation. Les policiers sont arrivés 1 heure plus tard. 2 détectives, Sarah Vance et Marcus Chen. J'ai raconté l'histoire à nouveau. Ils ont pris des notes, des photos des blessures de Lily et ma déclaration. Ils ont demandé si quelqu'un d'autre avait été témoin. Toute ma famille regardait, ai-je dit d'une voix creuse. Ma mère et ma sœur m'ont retenu. Mon beau-frère, Derek Mitchell, a filmé une partie de la scène avec son téléphone. L'expression du détective Vance s'est durcie. Nous aurons besoin de son téléphone. Le détective Chen s'est penché en avant, sa voix douce mais insistante. Rachel, j'ai besoin que vous me parcouriez la chronologie à nouveau. Chaque détail compte pour la poursuite.
Commencez à partir du moment où vous êtes arrivé à la maison. Alors, j'ai recommencé. Le cupcake, la crise de Stella, la défense immédiate de sa fille par Vanessa sans poser de questions. L'escalade de mon père des menaces verbales à la violence physique. La façon dont ma mère et ma sœur m'ont physiquement immobilisé, Derek Mitchell se tenant là avec son téléphone sorti comme un spectateur à un événement sportif. Vous avez dit que votre mère vous a giflé, a noté le détective Vance. C'est une agression. Nous ajouterons également des accusations pour elle. Je me fiche de moi, ai-je dit. Je me soucie de Lily. Je me soucie qu'il m'ait maintenue et m'ait fait regarder pendant qu'il la battait jusqu'à l'inconscience. Nous nous soucions de tout, m'a assuré le détective Chen. Chaque accusation que nous pouvons faire coller est une garantie de plus que cela ne se reproduira jamais. Votre beau-frère, Derek Mitchell, a filmé cela. Il a dit quelque chose à propos de documenter que la discipline était en cours, ai-je dit. Je pense qu'il pensait que ça les protégerait d'une manière ou d'une autre. Prouver qu'il corrigeait simplement un mauvais comportement. Les détectives Vance et Chen ont échangé un regard. Les gens pensent toujours qu'ils sont plus intelligents qu'ils ne le sont, a marmonné Chen. La vidéo les disculpera ou les condamnera. Sur la base de ce que vous nous avez dit, je parie sur ce dernier. Ils sont allés chez mes parents cette nuit-là. Mon père a été arrêté pour agression d'enfant au premier degré. Ma mère et Vanessa ont été arrêtés pour m'avoir tenu et agi comme complice. Derek Mitchell a remis son téléphone après que les détectives l'aient informé que détruire des preuves était un crime. La vidéo était accablante. Des images claires comme du cristal de mon père battant une enfant de maternelle pendant que deux femmes retenaient la mère hurlante. Derek Mitchell l'avait filmé spécifiquement pour montrer que la discipline était en cours, selon sa déclaration. Il pensait que cela les protégerait légalement. Au lieu de cela, cela a scellé leur destin. La détective Vance est revenue à l'hôpital le lendemain matin pour me mettre au courant. Elle s'est assise à côté du lit de Lily, son visage épuisé mais sinistrement satisfait. Nous avons regardé la vidéo, a-t-elle dit tranquillement, attentive à Lily qui dormait à proximité. 47 secondes d'images qui me hanteront pour le reste de ma carrière. L'avocat de votre père essaie déjà de présenter cela comme une discipline raisonnable qui a accidentellement été trop loin, mais le procureur ne l'achète pas. Nous visons le maximum d'accusations. Qu'est-ce que cela signifie? Ma voix était enrouée par les pleurs, la rage et l'épuisement. Agression d'enfant aggravée causant des lésions corporelles graves. S'il est reconnu coupable, il risque de 5 à 15 ans. Votre mère et votre sœur sont accusées de complicité d'agression d'enfant aggravée, plus agression et séquestration pour vous avoir tenu. Derek est accusé de séquestration et potentiellement d'entrave à la justice, selon ce qu'il a fait de cette vidéo. Il vous a déjà donné son téléphone. Il l'a fait, mais nous vérifions s'il a mis la vidéo en ligne quelque part ou l'a envoyée à quelqu'un. S'il l'a partagée avec des membres de la famille ou a essayé de l'utiliser pour justifier ce qui s'est passé, cela pourrait ajouter des charges supplémentaires. La détective Vance a sorti son bloc-notes. Je dois aussi vous poser des questions difficiles sur vos antécédents familiaux. Votre père a-t-il déjà été violent auparavant? Des incidents de violence domestique? Des antécédents d'agression? J'ai réfléchi à toutes les années passées à grandir. Il nous a fessés quand nous étions enfants, mais rien de comparable à ce qu'il a fait à Lily. Il était toujours en colère, toujours en train de crier. Il jetait des objets quand il s'énervait. Des assiettes, des outils, tout ce qui était à portée de main. Il a percé un trou dans le mur une fois quand Vanessa est rentrée après le couvre-feu. Il m'a saisi le poignet si fort qu'il m'a laissé des bleus quand j'avais 16 ans et que je lui ai répondu. Est-ce que quelqu'un a déjà signalé ces incidents? Non. Ma mère a toujours arrangé les choses. Elle disait qu'il avait mauvais caractère, mais qu'il ne le pensait pas. Qu'il travaillait dur et méritait le respect. Rétrospectivement, elle le permettait, trouvait des excuses, le protégeait au lieu de nous protéger. La détective Vance a écrit rapidement. Ce schéma de comportement renforce notre dossier. Cela montre que ce n'était pas un incident isolé. C'est ce qu'il est. Le procureur voudra vous interroger plus formellement sur cette histoire. Tout ce dont vous avez besoin, ai-je dit. Je témoignerai.
Je ferai des dépositions. Je me tiendrai devant un jury et je leur dirai tout si c'est ce qu'il faut. Cela pourrait arriver, a-t-elle prévenu. Les avocats de la défense peuvent être brutaux. Ils essaieront de vous peindre comme une fille vindicative. Prétendront que vous exagérez à cause de conflits familiaux passés. Ils diront que Lily était incontrôlable et avait besoin d'être corrigée. Pouvez-vous gérer cela? J'ai regardé ma fille, petite et brisée dans le lit d'hôpital, des machines surveillant ses signes vitaux, des bandages couvrant ses blessures. Je peux tout gérer si cela signifie la protéger. Mais je n'avais pas fini. Les arrestations n'étaient que le début. Pendant que Lily dormait dans son lit d'hôpital, j'ai passé des appels téléphoniques. J'ai appelé ma supérieure à l'hôpital où je travaillais, expliquant que j'avais besoin d'un congé familial immédiatement. J'ai appelé mon propriétaire, annonçant que je déménagerais. J'ai appelé une avocate nommée Judith Freeman, spécialisée en droit de la famille et en défense des victimes. Avant d'appeler Judith, j'ai passé 1 heure à rechercher des avocats sur mon téléphone en étant assise à côté du lit de Lily. J'ai lu des avis, vérifié des historiques de cas, cherché quelqu'un avec la réputation d'être absolument impitoyable lorsqu'il s'agissait de protéger les victimes. Le nom de Judith n'arrêtait pas d'apparaître. Elle avait poursuivi avec succès tout un district scolaire pour ne pas avoir protégé un élève contre des abus. Elle avait mis en faillite une garderie dont le personnel avait couvert des blessures. Elle ne faisait pas que gagner des affaires, elle détruisait les personnes qui blessaient les enfants. Ses frais de consultation étaient de 200 €, environ 215 $ US, de l'argent que je n'avais pas vraiment, mais j'aurais épuisé toutes les cartes de crédit que je possédais si nécessaire. Judith m'a rencontrée à l'hôpital le lendemain matin. Elle a tout examiné, y compris la vidéo que Derek avait prise. Son visage est resté professionnellement neutre, mais j'ai vu ses mains trembler lorsque le 6e coup a atterri. « Je prends votre affaire pro bono », a-t-elle dit. « Et je vais m'assurer qu'il paie pour cela de toutes les manières possibles. » Judith était à la fin de la cinquantaine, avec des cheveux argentés tirés en un chignon sévère et des yeux qui pouvaient probablement mettre les juges chevronnés mal à l'aise. Elle portait un tailleur pantalon bleu marine qui criait la compétence et portait une mallette en cuir qui semblait plus vieille que moi. Pro bono, ai-je répété, certaine d'avoir mal entendu. Mes frais de consultation sont annulés, ainsi que tout le reste. Elle a posé sa mallette sur la petite table dans la chambre d'hôpital de Lily, sortant un bloc-notes jaune et 3 stylos. J'ai un cabinet très prospère, Rachel. Je prends des affaires comme la vôtre quand elles comptent, et je ne les facture pas parce que l'argent est la chose la moins importante dans des situations comme celle-ci. Ce qui compte, c'est la justice. Ce qui compte, c'est de s'assurer que votre fille est protégée et que les gens qui lui ont fait du mal comprennent qu'ils ont choisi la mauvaise famille à victimiser. Les larmes ont rempli mes yeux. Depuis mon arrivée à l'hôpital, j'avais fait des calculs dans ma tête, combien coûteraient les factures médicales, comment je me paierais un avocat, si j'aurais besoin de contracter des prêts ou de déposer le bilan. Le soulagement d'avoir quelqu'un de compétent à mes côtés gratuitement m'a presque brisé. Merci, ai-je murmuré. Ne me remerciez pas encore. Ce qui va suivre ne sera pas facile. Judith a cliqué sur l'un de ses stylos. L'affaire pénale est en cours, ce qui est bien. Mais je vais déposer une plainte au civil qui va les dépouiller de tout ce qu'ils possèdent. Vos parents, votre sœur et son mari. Nous allons nous attaquer à leurs actifs, leurs biens, leurs fonds de retraite, tout. Ils souhaiteront que les accusations criminelles soient la pire chose qui leur soit arrivée. Comment ça marche? Peut-on les poursuivre au civil pendant que le procès pénal a lieu? Absolument. Les affaires pénales et civiles suivent des pistes parallèles. L'affaire pénale détermine la culpabilité et la peine de prison. L'affaire civile détermine la responsabilité financière et l'indemnisation des dommages. Nous utiliserons la condamnation pénale pour renforcer notre affaire civile, mais nous n'avons pas à l'attendre. Judith a commencé à écrire sur son bloc-notes. Parlez-moi de leur situation financière. Vos parents possèdent-ils leur maison? Oui, elle est entièrement payée. Ils l'ont achetée il y a 30 ans. Elle vaut probablement environ 400 000 €, environ 430 000 $ US, maintenant. Bien. C'est un actif que nous pouvons cibler. Votre sœur et son mari, ils ont une maison avec une hypothèque.
Derek gagnait bien sa vie en tant qu'avocat d'entreprise. Je ne connais pas leurs finances exactes, mais ils vivent confortablement. École privée pour les enfants, voiture neuve, adhésion au club de golf. Encore mieux. Les gens qui ont des actifs ont quelque chose à perdre. Judith écrivait rapidement. Voici ce que je dépose cette semaine. Une ordonnance de non-communication d'abord pour les tenir loin de vous et de Lily. Ensuite, une plainte au civil pour agression, voie de fait, infliction intentionnelle de détresse émotionnelle et supervision négligente. Nous nommerons les 4 comme défendeurs. Supervision négligente ? Votre sœur et Derek ont permis que leurs enfants soient présents lors d'une agression violente. Ils ont exposé leurs propres enfants à un traumatisme. C'est légalement attaquable. Judith a levé les yeux de ses notes. Quel âge ont les enfants de Vanessa ? 8, 6 et 4 ans. Stella, Mason et Braden. Assez vieux pour être traumatisés. Assez jeune pour avoir besoin d'une thérapie pendant des années, que, incidemment, votre famille a causé. Je recommanderais que les services de protection de l'enfance enquêtent sur l'aptitude de Vanessa à être parent. La pensée de Vanessa faisant face à la même surveillance qu'elle avait toujours évité m'a traversée d'une sombre satisfaction. Elle avait passé des années à se positionner comme la mère parfaite, le modèle parental. Maintenant, elle allait devoir répondre d'avoir applaudi la maltraitance infantile devant ses propres enfants. Au cours de la semaine suivante, pendant que Lily se rétablissait, Judith a déposé une ordonnance de non-communication contre mes parents, Vanessa et Derek. Elle a intenté une action civile pour agression, voie de fait, détresse émotionnelle et infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. Elle a contacté les services de protection de l'enfance avec des plaintes formelles concernant l'aptitude de Vanessa à être parent, étant donné qu'elle avait applaudi la maltraitance infantile devant ses propres enfants. Le séjour de Lily à l'hôpital a duré 5 jours. Le scanner a montré un gonflement cérébral, mais heureusement pas de saignement. Ses reins présentaient des signes de contusion, mais fonctionnaient normalement. Les médecins l'ont gardée en observation, la gavée d'analgésiques et surveillé ses réponses neurologiques. Au 3e jour, elle était assez alerte pour regarder des dessins animés et manger de la compote de pommes. Au 5e jour, elle demandait à rentrer à la maison. J'ai à peine quitté son chevet. L'hôpital a fourni une chaise pliante dans laquelle je dormais, me réveillant chaque fois qu'une infirmière venait vérifier les signes vitaux ou administrer des médicaments. Ma supérieure au travail, une femme gentille nommée Hélène, a envoyé un colis de soins avec des collations, une couverture et une note me disant de prendre tout le temps dont j'avais besoin. Des collègues ont donné leurs heures de congés payées pour que je ne perde pas de salaire. La communauté infirmière prend soin des siens. Le 4e jour, mon téléphone a commencé à sonner avec des numéros inconnus. Je les ai ignorés jusqu'à ce que je reçoive un message vocal de quelqu'un prétendant être ma tante Linda, la sœur de ma mère. Rachel, ma chérie, c'est tante Linda. Je viens d'apprendre ce qui s'est passé et je suis absolument horrifiée. Ta mère m'a appelé de prison pour me demander d'aider à la caution. Et quand elle m'a dit pourquoi elle avait été arrêtée, je lui ai raccroché au nez. Je veux que tu saches que je suis de ton côté complètement. Si tu as besoin de quoi que ce soit, d'argent, d'un endroit où rester, de quelqu'un pour surveiller Lily, appelle-moi. Ce qu'ils ont fait est impardonnable. J'ai enregistré ce message. Ensuite, j'ai enregistré les 3 autres du même genre de parents qui avaient entendu parler des arrestations et choisissaient leur camp. Le frère de mon père, oncle Tom, a laissé un message disant que mon père avait toujours été un tyran et qu'il n'était pas surpris que cela ait dégénéré ainsi. Ma cousine Jennifer, de l'âge de Vanessa, a dit qu'elle témoignerait sur la façon dont mes parents avaient toujours favorisé Vanessa et m'avaient rejetée. Les familles se fracturaient le long des failles, et apparemment la violence de mon père était l'une de ces failles. L'ordonnance de non-communication a été accordée immédiatement. Mes parents, Vanessa et Derek, ont été interdits de s'approcher à moins de 150 mètres de moi ou de Lily. L'audience pour l'ordonnance de non-communication a eu lieu sans ma présence. Judith l'a gérée avec le juge pendant que je restais à l'hôpital avec Lily. Mais elle m'a appelé après avec le résultat. Le juge a jeté un coup d'œil aux dossiers médicaux et aux photos et a accordé une ordonnance de non-communication de 5 ans, a rapporté Judith. Il a dit, et je cite,
Quiconque bat une enfant de 5 ans jusqu'à l'inconscience a renoncé à son droit au contact familial. L'avocat de votre père a essayé de faire valoir que c'était une réaction excessive, et le juge l'a menacé d'outrage. 5 ans. C'était plus que ce que j'osais espérer. Cela peut être prolongé si nécessaire. Les ordonnances de non-communication pour les cas de maltraitance infantile le sont souvent. Mais voici la partie intéressante. Le cabinet d'avocats de Derek l'a renvoyé ce matin. Apparemment, avoir un avocat arrêté pour séquestration est mauvais pour leur image. Qui l'aurait cru? La voix de Judith était pleine de sarcasme. Ils l'ont déjà renvoyé? Le procès n'a même pas eu lieu. Les clauses de moralité dans les contrats de travail sont de belles choses. Son cabinet a une clause concernant une conduite indigne d'un avocat. Être arrêté et accusé d'avoir aidé à faciliter la maltraitance infantile est admissible. Il a été officiellement licencié, ce qui signifie que son revenu vient de tomber à zéro. J'ai ressenti un éclair de joie sauvage. Bien. Ça va mieux. Le club de golf de Vanessa a été mis au courant de la situation et a révoqué son adhésion. Apparemment, plusieurs membres ont menacé de partir si elle était autorisée à rester. On lui a également demandé de démissionner du conseil des parents d'élèves de l'école de ses enfants. Comment savez-vous tout cela? J'ai une parajuriste qui est très douée pour recueillir des informations. De plus, votre sœur a fait l'erreur de publier un discours décousu sur Facebook concernant le fait d'être persécutée, et cela s'est passé à peu près comme vous vous y attendiez. Les gens ont commencé à partager des articles de presse sur les arrestations. Elle reçoit des menaces de mort. J'aurais dû me sentir mal à ce sujet. Peut-être que la vieille Rachel l'aurait fait. Mais la nouvelle Rachel, celle qui avait regardé sa fille se faire battre, ne pouvait pas éprouver de sympathie. Est-ce qu'elle est en danger? Je doute que les menaces soient sérieuses. Juste des guerriers du clavier. Mais elle a verrouillé ses médias sociaux, ce qui me dit qu'elle commence à comprendre les conséquences de ses actions. Le procès pénal a progressé étonnamment vite, seulement 8 mois entre l'arrestation et le procès, ce qui était exceptionnellement rapide pour une affaire criminelle. La preuve vidéo et la nature très claire du crime ont tout accéléré. Mon père a plaidé non coupable, affirmant qu'il s'agissait simplement de discipliner un enfant indiscipliné. Son avocat a tenté de débattre des droits parentaux et de la discipline traditionnelle. L'accusation, menée par la procureure adjointe Caroline Foster, a réduit cette défense en miettes. C'était une femme dans la quarantaine avec une colonne vertébrale en acier et une mission personnelle contre les agresseurs d'enfants. Son propre frère était mort d'abus parental quand elle était jeune. L'accusé n'est pas le parent de l'enfant, a souligné la procureure Foster lors de ses arguments d'ouverture. C'est le grand-père. Il n'a aucune autorité légale pour discipliner cet enfant. Même s'il l'avait, 14 coups avec une ceinture en cuir entraînant l'inconscience, une commotion cérébrale et des lésions corporelles graves, ce n'est pas de la discipline. C'est une agression. C'est une voie de fait. C'est un crime. Le jury a visionné la vidéo. Plusieurs membres ont réagi visiblement. Une femme a couvert sa bouche. Un homme au dernier rang a secoué la tête à plusieurs reprises. Lorsque les cris de Lily ont résonné dans les haut-parleurs de la salle d'audience, 2 jurés se sont essuyés les yeux. J'ai témoigné le 3e jour. L'avocat de la défense, un homme nommé Richard Paulson qui semblait regretter d'avoir pris cette affaire, a essayé de me peindre comme une fille trop dramatique et vengeresse. N'est-il pas vrai que vous avez eu une relation litigieuse avec vos parents pendant des années, a-t-il demandé. Oui, ai-je répondu honnêtement. Ils ont toujours favorisé ma sœur par rapport à moi et ont traité ma fille comme moins importante que ses cousins. Et n'est-il pas vrai que vous cherchiez une excuse pour les rayer de votre vie? Non. J'ai continué à amener ma fille dans les parages, espérant qu'il la traiterait mieux, espérant qu'il l'aimerait comme des grands-parents devraient l'aimer. Ma voix s'est brisée. Je leur ai donné chance après chance d'être gentil avec elle. Ils ont choisi la cruauté. Mais vous admettez qu'il y avait une animosité existante. J'admets que j'ai été blessé par leur favoritisme. Je n'admets pas que j'ai inventé ce qui s'est passé. La vidéo ne ment pas, monsieur Paulson. Vous l'avez vu. Tout le monde ici l'a vu.
Mon père a battu ma fille de 5 ans jusqu'à l'inconscience pendant que ma mère et ma sœur me retenaient. Cela s'est produit. Aucune suggestion que je suis dramatique ne change ce fait. La procureure Foster a souri lorsque je suis descendue de la barre. Le jury a délibéré pendant 90 minutes. Coupable de tous les chefs d'accusation. Lorsque le verdict a été lu, le visage de mon père est devenu gris. Ma mère, assise dans la galerie, a commencé à sangloter. Vanessa était assise, impassible à côté d'elle, calculant probablement les résultats de son propre procès. La sentence a été prononcée 2 semaines plus tard. Mon père a été condamné à 4 ans de prison d'État. Ma mère et Vanessa ont reçu 18 mois chacune pour leur rôle. Derek a obtenu 6 mois pour séquestration et une lourde amende de 50 000 €, environ 53 750 $ US. La procureure Foster avait poussé pour le maximum sur chaque chef d'accusation. Mon père a obtenu 4 ans parce que le juge a tenu compte de son âge et de son absence d'antécédents criminels, bien qu'il ait clairement indiqué que si cela ne tenait qu'à lui, la peine aurait été plus longue. Monsieur Harrison, a dit le juge Matthews, regardant mon père par-dessus ses lunettes. Je suis sur ce banc depuis 23 ans. J'ai vu beaucoup de cas de maltraitance infantile. Ce qui sépare le vôtre de beaucoup d'autres, c'est la violence pure de votre attaque et votre absence totale de remords. Vous n'avez montré aucune responsabilité, aucune compréhension du mal que vous avez causé. Vous avez blâmé une enfant de 5 ans pour vos propres actions. Cela me dit que vous êtes exactement le genre de personne qui a sa place en prison. Mon père a essayé de parler, mais le juge Matthews a levé la main. Je n'ai pas fini. Votre fille a essayé de protéger son enfant de vous, et vous avez quand même blessé cet enfant. Vous avez causé un traumatisme crânien. Vous avez laissé des cicatrices qui dureront toute une vie. Et quand vous avez eu fini, vous vous êtes senti fier de vous. La vidéo montre que vous souriez. Sourire de ce que vous avez fait à une enfant de maternelle inconsciente. La voix du juge s'est élevée. 4 ans de prison d'État, suivi de 10 ans de probation avec gestion de la colère et cours parentaux obligatoires, bien que je doute que vous soyez à nouveau autorisé à approcher un enfant. Ma mère et Vanessa ont été condamnées ensemble. Le juge Matthews a été également sévère avec elle. Vous deux avez affirmé que vous essayez d'empêcher la situation de dégénérer, a-t-il dit. Mais les preuves montrent que vous étiez des participantes actives. Madame Harrison, vous avez giflé votre propre fille pendant qu'elle vous suppliait d'empêcher son père de battre son enfant. Mademoiselle Vanessa Harrison Reeves, vous avez applaudi l'agression. Vous l'avez félicitée. Ce genre de cruauté envers votre propre nièce est stupéfiant. L'avocat de Vanessa a tenté de plaider pour la clémence en se basant sur le fait qu'elle avait de jeunes enfants qui avaient besoin d'elle. Le juge Matthews n'a pas bronché. Vos enfants vous ont vu faciliter et applaudir la maltraitance infantile. C'est précisément pourquoi les services de protection de l'enfance sont impliqués dans votre cas. Peut-être que 18 mois de prison vous donneront le temps de réfléchir au genre d'exemple que vous leur avez donné. La condamnation de Derek a été presque un anticlimax. 6 mois pour séquestration, plus une amende de 50 000 € qui l'a fait pâlir. Son défenseur public avait essayé de faire valoir qu'il n'était qu'un spectateur qui avait pris la mauvaise décision de filmer plutôt que d'intervenir. C'était un spectateur qui a choisi la documentation plutôt que la décence, a répondu le juge Matthews. En tant qu'avocat, il aurait dû le savoir. En tant qu'être humain, il aurait dû le savoir. 6 mois. Mais le temps de prison ne me suffisait pas. Je voulais qu'il ressente le genre de perte que j'avais ressenti en regardant ma fille se faire battre jusqu'à l'inconscience. Judith était un génie de la guerre financière. Elle s'est attaquée à tout. Le procès civil a commencé 6 mois après les condamnations pénales. À ce moment-là, mes parents avaient déjà épuisé leurs économies en frais juridiques. Ils avaient contracté une deuxième hypothèque sur leur maison, celle qui avait été entièrement payée pendant des années, pour payer l'avocat de la défense de mon père. Vanessa et Derek Mitchell avaient vidé leur compte conjoint, vendu la voiture de luxe de Derek et étaient en retard sur leurs paiements hypothécaires. Judith sentait le sang dans l'eau. Voici ce que nous demandons, a-t-elle expliqué lors d'une réunion de stratégie. Frais médicaux pour Lily, passé, présent et futur. Cela inclut son hospitalisation, la thérapie en cours,
tous les spécialistes dont elles pourraient avoir besoin. Nous estimons 200 000 euros, environ 215 000 $ US, pour les frais médicaux sur les 15 prochaines années. 200 000 euros? Ma bouche s'est asséchée. Estimation prudente. La thérapie de traumatisme n'est pas bon marché et Lily en aura besoin jusqu'à la fin de son adolescence, voire plus longtemps. Ensuite, nous demandons une indemnisation pour douleur et souffrance. Les vôtres et celles de Lily. Perte de salaire pour vous, passé et futur, car cela a affecté votre avancement de carrière. Dommages pour détresse émotionnelle et dommages punitifs pour les punir de leurs actions. Combien au total? Je demande 3 millions d'euros, environ 3,2 millions $ US. Je m'attends à obtenir entre 800 000 euros et 1,2 million d'euros, selon le jury. 3 millions. Le nombre était stupéfiant. Ils n'ont pas 3 millions d'euros. Ils ont des actifs que nous pouvons saisir. La maison de vos parents, leur compte de retraite, toutes leurs économies ou investissements. La maison de Vanessa et Derek Mitchell, leur voiture, le 401K de Derek, l'héritage de Vanessa de votre grand-mère. Nous obtiendrons ce que nous pourrons, et s'ils ne peuvent pas payer en totalité, nous saisirons leur salaire pour le reste de leur vie. Le procès civil a été plus rapide que le pénal. Les verdicts de culpabilité de l'affaire pénale ont fait la majeure partie de notre travail pour nous. Nous n'avions qu'à prouver les dommages, et cela a été facile avec les factures médicales, les factures de thérapie et les témoignages d'experts. Le docteur Raymond, le thérapeute de Lily, a témoigné de son traumatisme en cours. Lily fait des cauchemars 3 à 4 fois par semaine. Elle a de l'anxiété autour des hommes plus âgés, en particulier ceux qui ressemblent à son grand-père. Elle doit parfois manquer l'école en raison d'attaques de panique. Son traumatisme nécessitera des années de thérapie constante pour être traité. La docteure Reeves a témoigné des blessures de Lily et des implications à long terme. La commotion qu'elle a subie peut avoir des effets durables sur le développement cognitif. Nous ne connaîtrons pas toute l'étendue avant des années. Les cicatrices physiques sur son dos et ses épaules sont permanentes. J'ai témoigné de la pression financière, du coût émotionnel, de la façon dont Lily tressaillait lorsque des étrangers élevaient la voix. Judith m'a guidée à travers chaque détail, peignant un tableau de destruction complète causé par un après-midi de violence. La défense a tenté de faire valoir que nous demandions trop d'argent, que ma famille n'avait pas ce genre de richesse, que nous essayions de les détruire financièrement par vengeance. Ils se sont détruits eux-mêmes, a rétorqué Judith dans sa plaidoirie finale. Ma cliente demande simplement une indemnisation pour le mal qu'ils ont causé. Ils ont choisi de battre un enfant. Ils ont choisi de faciliter et d'applaudir ce passage à tabac. Ils ont choisi de donner la priorité à leurs propres égos sur la sécurité d'une petite fille. Maintenant, ils doivent payer pour ces choix. Ce n'est pas de la vengeance. C'est la justice. Le jury nous a accordé 850 000 euros, environ 915 000 $ US. Pas les 3 millions complets, mais plus qu'assez pour les ruiner. Mes parents ont dû vendre leur maison pour payer les frais juridiques et le jugement civil initial. Cette maison dans laquelle ils nous avaient élevés, mais qui était remplie de photos de la famille parfaite de Vanessa, est allée à un jeune couple de Californie. Mes parents ont emménagé dans un appartement exigu dans un quartier douteux. J'ai appris par tante Linda que ma mère avait pleuré pendant des jours lorsqu'ils ont fait leurs valises pour partir, qu'elle n'arrêtait pas de dire à quel point c'était injuste, comment ils allaient tout perdre pour une petite erreur. Tante Linda lui a dit que battre une enfant jusqu'à l'inconscience n'était pas une erreur, c'était un choix. Ma mère a cessé de l'appeler après ça. La maison s'est vendue 425 000 euros. Après avoir remboursé la deuxième hypothèque qu'ils avaient contractée pour les frais juridiques, les frais de justice et l'agent immobilier, environ 180 000 euros ont été versés au jugement. Le reste du paiement de mes parents est venu de la liquidation du 401K de mon père, qui détenait environ 320 000 euros, et de l'IRA de ma mère, qui en avait environ 95 000 euros. Entre la maison et les comptes de retraite, mes parents ont couvert environ 595 000 euros du jugement. Vanessa et Derek Mitchell étaient responsables des 255 000 euros restants. Leur maison a été saisie, mais avant que la banque ne la prenne, ils ont réussi une vente à découvert qui leur a rapporté environ 43 000 euros après le paiement de leur hypothèque.
Le 401K de Derek avait 87 000 euros. L'héritage de Vanessa de ma grand-mère, qu'elle gardait dans un compte d'investissement séparé, détenait 64 000 euros. Leurs voitures, bijoux et autres actifs ont été liquidés pour 31 000 euros supplémentaires. Ils ont réussi à rassembler environ 225 000 euros, ce qui les laissait encore devoir 30 000 euros, qui seraient saisis sur tous les futurs salaires qu'ils gagneraient. Leur retraite envolée, leur sécurité disparue, leur vie soigneusement construite démolie. La vie de Vanessa s'est effondrée de façon spectaculaire. Le cabinet d'avocats de Derek l'a renvoyé dès que la condamnation a été inscrite à son dossier. Aucun cabinet juridique ne veut d'un avocat ayant un casier judiciaire pour séquestration. Il n'a pu trouver de travail nulle part dans le domaine juridique. Ils ont dû retirer leurs enfants de l'école privée. La maison chic a été saisie. La saisie a été rapide. Sans le revenu de Derek et avec des factures juridiques croissantes, ils ont manqué 3 paiements hypothécaires d'affilée. La banque a entamé des procédures. Ils ont essayé de vendre avant que la saisie ne nuise à leur crédit, mais les maisons prennent du temps à vendre, et ils n'avaient plus de temps. J'ai appris les détails du frère cadet de Derek, Marcus, qui m'a contacté pour s'excuser au nom de sa famille. Marcus avait toujours été décent. Il s'était même exprimé lors d'un rassemblement familial une fois lorsque mon père était particulièrement dur avec Lily, ce qui lui avait valu une leçon sur le fait de se mêler de ses affaires. Ils emménagent chez les parents de Derek, m'a dit Marcus autour d'un café. Sa mère et son père ont un appartement de 3 chambres en Floride. Derek Mitchell, Vanessa et 3 enfants dans une chambre d'amis. Ça va être l'enfer. Ils ont fait leur choix, ai-je dit sans sympathie. Je sais. Je voulais juste que tu saches que tout le monde dans la famille ne pense pas que tu as tort. Ce qu'ils ont fait à Lily était monstrueux. Derek Mitchell aurait dû l'arrêter. Au lieu de ça, il l'a filmé comme une sorte de sociopathe. Marcus a témoigné au procès civil, a parlé de la tendance de Derek à privilégier ses propres intérêts par rapport à l'éthique, de l'historique de Vanessa à permettre un mauvais comportement pour maintenir sa position d'enfant favori. Son témoignage a aidé à établir le modèle de négligence et de cruauté qui définissait ma famille. Mieux encore, les services de protection de l'enfance ont enquêté minutieusement sur Vanessa. Le fait que vos enfants vous voient faciliter la maltraitance infantile tout en l'applaudissant a tendance à soulever des signaux d'alarme. Ces enfants ont été placés temporairement chez les parents de Derek Mitchell pendant qu'elle suivait des cours parentaux obligatoires et une évaluation psychologique. Les regards qu'elle recevait en ville, les chuchotements, l'ostracisme de ses amis du club de golf. J'ai tout entendu par des connaissances mutuelles. L'action civile était un chef-d'œuvre. Judith s'est attaquée au compte de retraite de mes parents, aux actifs restants de Vanessa et Derek Mitchell, à tout. Le jugement était de 850 000 euros, couvrant les frais médicaux de Lily, les coûts de thérapie, mes pertes de salaire, la douleur et la souffrance, et les dommages punitifs. Ils ne pouvaient pas le payer immédiatement, mais nous avions des mécanismes légaux pour collecter. La faillite était imminente. Ma mère a dû reprendre le travail à 62 ans, prenant un emploi de caissière dans un magasin à rabais. Mon père sortirait de prison et rentrerait chez lui sans rien. Le mariage de Vanessa et Derek Mitchell s'est effondré sous la pression financière. Ils ont demandé le divorce 8 mois après le procès. J'ai pris Lily et j'ai déménagé à 3 heures de là, dans une ville plus petite où on m'avait offert un poste dans un meilleur hôpital avec d'excellents avantages sociaux. Nous avons pris un nouveau départ. Nouvel appartement, nouvelles écoles, nouvelle vie. Lily a commencé une thérapie avec une merveilleuse psychologue pour enfants nommée Dr Raymond, spécialisée dans le rétablissement après un traumatisme. Lentement, avec précaution, Lily a guéri. Les cauchemars sont devenus moins fréquents. Elle a recommencé à sourire, à jouer. Elle s'est fait des amis dans sa nouvelle école qui ne savaient rien de ce qui s'était passé. Elle a rejoint une équipe de soccer. Elle a ri quand je l'ai chatouillée. Elle était toujours ma Lily, juste avec quelques cicatrices qui pourraient ne jamais s'estomper complètement. Un après-midi, environ 18 mois après que tout se soit passé, ma mère a appelé d'un numéro inconnu. J'avais bloqué tous leurs contacts, mais elle était devenue créative. Rachel, a-t-elle dit quand j'ai répondu. Sa voix semblait vieillissante, usée. S'il te plaît,
nous devons parler. Nous n'avons rien à discuter. Ton père sort dans 2 ans. Il ne nous reste plus rien. Le mariage de Vanessa est terminé. Ses enfants lui parlent à peine. Ne pouvons-nous pas trouver un moyen de dépasser ça? Je n'ai rien ressenti en répondant. Tu m'as maintenu pendant que ton mari battait ma fille jusqu'à l'inconscience. Tu m'as dit de la ramasser et de partir. Tu as choisi Vanessa plutôt que la sécurité de ta petite fille. Il n'y a pas de moyen de dépasser ça. Elle va bien maintenant, n'est-ce pas? Les enfants sont résilients. Nous avons tout perdu, Rachel. Tout. N'as-tu aucune compassion? Lily a des cicatrices sur le dos qui ne disparaîtront jamais. Elle fait des cauchemars où elle m'appelle, et je ne peux pas l'atteindre parce que toi et Vanessa me retenez. Elle tressaille lorsque des étrangers élèvent la voix. Mais oui, elle est vivante et en guérison, ce qui est plus que ce que vous méritez. Nous sommes ta famille. Vous avez cessé d'être ma famille au moment où vous avez décidé que faire du mal à une enfant de 5 ans était acceptable. J'ai fait une pause, m'assurant qu'elle entende chaque mot clairement. Lily est ma famille. Vous êtes juste des gens qui partagent mon ADN. Oublie mon numéro. J'ai raccroché et bloqué le nouveau numéro. Ma mère a essayé de me contacter par l'intermédiaire d'autres parents. J'ai mis fin à cela aussi. Quiconque suggérait que je devrais pardonner ou oublier a été retiré de ma vie sans hésitation. J'ai construit un nouveau cercle d'amis, des gens qui comprenaient que protéger son enfant n'est pas négociable. Vanessa a tenté d'envoyer une lettre via le bureau de Judith. Judith me l'a transmise avec une note disant que je n'avais pas besoin de la lire. Je l'ai fait quand même. C'était 6 pages d'apitoiement sur elle-même, me blâmant d'avoir ruiné sa vie, insistant sur le fait que ce qui s'était passé n'était pas si grave, et que j'avais exagéré. Je l'ai déchiqueté sans répondre. Le moment le plus satisfaisant est survenu environ 2 ans après l'incident. J'étais dans un café près de mon nouveau travail lorsque j'ai rencontré une vieille amie de la famille nommée Martha. Elle avait été à ce barbecue, mais était partie tôt pour un autre engagement. Elle avait entendu tout ce qui s'était passé après. Rachel, mon Dieu, a-t-elle dit, me serrant dans ses bras. Comment va Lily? Elle va bien. Vraiment bien. Elle s'épanouit, en fait. Martha a souri avec une chaleur sincère. J'en suis si heureuse. J'ai témoigné. Vous savez, au procès, je leur ai parlé de la façon dont vos parents ont toujours favorisé Vanessa, comment j'avais vu votre père être rude avec Lily auparavant lors d'autres rassemblements. Vous l'avez fait? Bien sûr. Ce qu'ils ont fait était monstrueux. Elle a serré ma main. Je veux aussi que vous sachiez que personne de notre ancien cercle ne parle plus à votre famille. Votre mère a essayé de rejoindre notre club de lecture le mois dernier, et 3 personnes sont parties. Elle n'est la bienvenue nulle part. Ni Vanessa. Cette information s'est installée dans ma poitrine comme du miel chaud. Je n'avais pas demandé ce genre de justice sociale, mais savoir que leur communauté les avait rejetés me semblait juste. Merci d'avoir témoigné, ai-je dit. Cela a aidé. J'ai juste dit la vérité. C'est tout ce que toute personne décente ferait. Ces jours-ci, Lily et moi avons une belle vie. Elle est maintenant en 2e année, joue au soccer et apprend le piano. Elle a des amis qui viennent pour des soirées pyjama et des fêtes d'anniversaire. Elle voit toujours la docteure Raymond une fois par mois juste pour faire le point et traiter les choses à mesure qu'elle grandit et comprend mieux ce qui s'est passé. Parfois, elle pose des questions sur ses grands-parents. Je garde mes réponses adaptées à son âge et honnêtes. Ils ont fait de très mauvais choix qui t'ont blessé, alors nous ne les voyons plus. Notre travail est de te garder en sécurité. Est-ce que je leur manque? A-t-elle demandé une fois. Je pense que oui, ai-je dit prudemment. Mais manquer à quelqu'un ne répare pas ce qu'il a mal fait. Elle y a réfléchi, puis a hoché la tête et est retournée à son livre de coloriage. J'ai toujours des jours difficiles. Des jours où je rejoue ces moments dans la cour arrière où je sens les mains de ma mère retenir mes bras. Où j'entends les cris de Lily. Ces jours-là, je me rappelle ce qui est venu après, la justice, la protection, la nouvelle vie que j'ai construite pour nous. Les gens demandent parfois si je regrette à quel point j'ai été dur envers ma famille. La réponse est simple. Pas une seule seconde.
Ils m'ont montré exactement qui ils étaient au moment le plus important. Ils ont choisi la cruauté plutôt que la compassion, l'image plutôt que l'intégrité, la commodité plutôt que la conscience. Ils ont blessé mon enfant et s'attendaient à ce que je l'accepte. Au lieu de cela, je me suis assuré qu'ils comprennent que les actions ont des conséquences. Des conséquences réelles, durables et dévastatrices. Mon père est assis dans une cellule de prison, dépouillé de sa liberté et de sa dignité. Ma mère travaille un emploi au salaire minimum à 60 ans passés, s'en sortant à peine. La vie parfaite de Vanessa s'est brisée en morceaux qu'elle ne réassemblera jamais complètement. La carrière de Derek est terminée. Tous portent le poids de leur choix chaque jour. Pendant ce temps, Lily et moi construisons quelque chose de beau à partir des cendres de ce jour terrible. Nous avons la paix. Nous avons la sécurité. Nous avons l'une l'autre. Et honnêtement, c'est la meilleure des vengeances. Ils pensaient pouvoir nous briser.